Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à la réalisation d'un texte classique avec des arpèges comme accompagnement dans une mesure ternaire. Alors quel est l'intérêt de faire des arpèges? Ça va être principalement de donner de la fluidité à la mélodie, de rendre l'accompagnement beaucoup moins monolithique, beaucoup moins lourd, de donner de l'élan rythmique aussi. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, il y a un petit exemple réalisé. Le premier, donc, avec des accords plaqués, simplement, et le deuxième, avec des arpègements. Donc, en réalité, ce sont les mêmes accords. Et quand on a cette écriture là, donc en arpège, il faut bien considérer que nous sommes toujours à trois voix. Bien qu'on ait une note à chaque fois, mais en vérité, cet arpègement-là exprime la totalité de cet accord de trois sons. Donc, en fait, il s'agit bien ici des mêmes accords de trois sons que ceux qui auraient été plaqués ici, mais qui ont été arpégés. Voilà. On remarque aussi que quand on utilise cette écriture, il est important de respecter toujours le même sens dans les arpèges. Alors, à la fois dans un souci de cohérence, je dirais aussi bien intellectuelle que sonore, mais également pour permettre à l'instrumentiste de jouer avec plus de facilité, puisque une fois que la formule est enregistrée, son dessin va tomber plus facilement sous les doigts pour toutes les formules qui vont suivre. D'autre part, quand on se lance dans des arpègements, il est souhaitable de le faire au moins pour une section entière, voire même plus. Ça peut être pour une pièce entière. Mais il ne faut pas que ce choix de recourir à des arpèges devienne gratuit. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça va participer de l'esthétique de la pièce. Donc quand on se lance dans cette écriture sous forme d'arpège, il faut la maintenir pendant un certain temps, enfin aussi longtemps que la fluidité de la mélodie va l'exiger, finalement. Voilà. Et on se rend compte donc que en fait, l'écriture sous forme d'accords plaqués, elle convient mieux pour des pièces qui ont un caractère rythmique, ou des pièces qui vont contenir des ruptures, alors que les arpèges donc conviendront mieux pour des pièces fluides. On voit bien par exemple pour cette mélodie, voilà, donc d'une part elle est harmonisée une première fois ici avec des accords plaqués, alors on voit bien toute la lourdeur de cette écriture, d'autant plus que on se situe ici un petit peu dans la limite inférieure dans laquelle les notes peuvent être aussi serrées comme ceci, parce que il faut éviter de serrer des tierces dans le grave, dans les accords. Donc là, on est déjà dans une tessiture qui commence à être un petit peu grave. Bon, ça accentue cette lourdeur. Mais on voit bien que si on garde les mêmes accords, mais avec des arpèges, on va avoir beaucoup plus de fluidité. Voilà. On en aura d'autant plus si on joue une main piano, enfin si on joue l'accompagnement piano, la mélodie plus fort. Voilà. Alors, dans la musique de cette époque, c'est-à-dire donc le style classique, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on aura très fréquemment, comme ceci, des formules d'accompagnement sous forme d'arpèges, donc soit des arpèges linéaires, donc qui arpègent l'accord en faisant entendre la basse, le ténor, l'alto, puisqu'on a dit qu'il y avait bien trois voix réelles au sein de cette formule. Donc, dans l'ordre, c'est ce qu'on fait le plus souvent dans un rythme ternaire. Dans un rythme binaire,
il y a une formule qui tend à s'imposer, qui est ce qu'on appelle la basse d'Alberti. Voilà, du nom de ce compositeur qui en a utilisé beaucoup. Alors voilà, là aussi, ce que donne une version plaquée. Et la même avec une basse d'Alberti. Bon, là encore, on voit bien tout l'avantage rythmique et en matière de fluidité qu'on peut tirer d'un accompagnement en arpège et en basse d'Alberti. Alors, s'agissant de la basse d'Alberti, il y a un dessin précis. Alors, il s'agit toujours de donner à entendre les trois notes d'un accord, mais cette fois-ci dans une mesure binaire. Alors, c'est vrai que le ternaire était pratique pour faire entendre les trois notes. Il suffisait d'avoir une croche pour chaque note de l'accord dans l'ordre. En binaire, c'est un peu plus compliqué, puisque on aura plutôt 4 notes dans la formule, enfin d'ailleurs dans une basse d'Alberti, donc c'est une formule stéréotypée d'une certaine manière, et on a bien toujours 4 notes dedans. Alors pour faire rentrer les 3 notes de l'accord dans 4 notes, il y a un dessin qui s'est imposé, qui consiste à faire entendre la basse d'abord, l'alto, c'est-à-dire donc la troisième note de notre accord, le ténor et l'alto. Donc ça fait basse, alto, ténor, alto. Voilà, on réécoute cette basse d'Alberti. Lorsqu'on parle d'un dessin précis, c'est-à-dire donc basse, alto, ténor, alto, on ne parle pas d'intervalle précis. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai une quinte entre la basse et mon alto, mais ici, par exemple, vous voyez, dans cet accord du 5e degré, qui est sous le renversement chiffré 6-4, caractéristique de passage dans ce cas-là, et bien, cette fois, j'ai Ré, Sol, Fa, Sol, donc ici j'ai une quarte, et là j'ai une seconde, alors que j'avais une tierce. En fait, il ne s'agit pas de garder un modèle intervallique précis, mais il s'agit de garder l'étagement des voix. Voilà. De toute façon, il est absolument nécessaire de ne pas avoir, évidemment, les mêmes intervalles, tout simplement parce que si on faisait exactement les mêmes intervalles, par exemple si cet accord du 5e degré, je l'avais chiffré 5, tout comme celui-ci, donc j'aurais Sol, Ré, Si, Ré. Alors il faudrait déjà que je l'écrive plus haut, parce que là on serait vraiment dans une tessiture beaucoup trop basse, donc il faudrait l'écrire ici. Et il y aurait évidemment des quintes consécutives, puisque donc entre là, ma basse et mon alto dans cet accord, j'ai bien un intervalle de quintes. Si j'écrivais ici Sol, Ré, Si, Ré, j'aurais également un intervalle de quintes entre la basse et mon alto. Donc, en fait, si on voulait conserver ce modèle intervallique précis, on enchaînerait effectivement que des quintes consécutives. Et c'est ce que beaucoup d'étudiants en écriture manquant d'expérience font, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à laisser les accords comme ceci dans une position serrée, et donc ça nous donne des enchaînements de quintes consécutives. Voilà. Alors, donc il ne faut pas confondre évidemment les arpèges ternaires et la basse d'Alberti. Bon, de toute façon, les uns se situent, comme leur nom l'indique, dans une mesure ternaire, les autres dans une mesure binaire. La basse peut prendre aussi cette forme-là. D'ailleurs, si on était dans une mesure à 2-4, on pourrait avoir un rythme harmonique, cette fois-ci, à la noire, alors que dans cet exemple, il est à la blanche. Puisque, évidemment, la formule de la basse étant incompressible dans ces 4 notes, ça implique que le rythme harmonique
est au minimum à la blanche. On ne pourra pas changer d'accord plus qu'une blanche tant qu'on maintient cette base d'Alberti. Et là, plus qu'une noire. Donc. Alors ça, c'est un élément qui est aussi intéressant à prendre en compte parce que l'utilisation d'une telle formule va imposer donc un rythme harmonique précis. Et ça a certaines conséquences. Il faudra bien que ça puisse cadrer avec le style et avec la mélodie, bien entendu. De même qu'ici, pour ce qui concerne les arpèges ternaires, c'est pareil. Donc, notre formule de 3 notes, elle fait que le rythme harmonique au minimum sera égal à une noire pointée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas changer d'harmonie à une fréquence plus élevée qu'une noire pointée. Donc là aussi, il faut tenir compte, bien sûr, de cette contrainte. Voilà. Alors, il existe d'autres formules. Par exemple, en ternaire, on pourrait utiliser une formule comme celle-ci, ou en binaire, ce qu'on peut appeler des batteries, c'est-à-dire le fait d'alterner entre deux notes comme ceci. Voilà. Alors, d'ailleurs, si vous voulez des idées de formules d'accompagnement, je vous recommande la lecture du premier volume des classiques favoris du piano, le volume 1A, dans lequel il y a des tas de petites pièces et beaucoup de formules d'accompagnement. On voit ici d'ailleurs une formule qui a tendance à être basée sur une note pédale et la progression d'une autre partie plus harmonique, qui joue le rôle de basse. Voilà, alors il y a comme ça beaucoup de petites pièces dedans. On voit ici, dans une mesure à 2/4, l'utilisation de batterie, justement. Voilà. Mais on voit que quand le caractère change, là dans la deuxième partie, l'écriture change, et bien la formule d'accompagnement va être différente. Donc justement, cette lecture est très fructueuse parce qu'elle nous donne de nombreux exemples, comme ici. On voit que à certains moments dans son thème, il utilisera des basses d'Alberti. On reconnaît ici la basse d'Alberti. Et on voit qu'il fait une entorse à sa basse d'Alberti ici parce qu'il avait besoin de deux harmonies. Et comme le rythme harmonique est incompressible, comme on l'a dit, avec la basse d'Alberti, ici, elle est à la blanche. S'il a besoin d'une harmonie par noir, il est obligé de faire une sorte de rupture, mais une rupture, vous remarquez, tout en gardant, malgré tout, le dessin, l'esprit de sa basse d'Alberti. Voilà, ici, on a plutôt un système de batterie comme accompagnement, des accords plaqués quand il s'agit de donner des ponctuations rythmiques. Voilà, donc on voit bien le rôle de ces différents types d'écriture, les arpèges quand c'est fluide, les accords plaqués quand on a quelque chose de plus rythmique. Là, on voit une formule qu'on a vue tout à l'heure, en ternaire, et cette formule peut évoluer de cette manière-là, avec la basse sur la partie forte du temps et les deux autres notes de l'accord comme ça. Donc c'est une variante des arpèges. Vous voyez là, on a les arpèges ternaires dont on a parlé tout à l'heure. Alors bon, c'est vraiment très intéressant. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de ces petites pièces et de les déchiffrer, pourquoi pas, si vous pratiquez le clavier. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les arpèges ternaires, plus particulièrement, donc pas la basse d'Alberti. Je vous propose d'écouter cette petite pièce, justement. Donc c'est l'une des classiques favoris, une romance d'un compositeur plus très connu qui s'appelle Kozlour. Voilà, on va l'écouter, on va vous écouter ces arpèges ternaires, puisqu'elle est entièrement bâtie sur ces figures d'arpèges ternaires, et on va voir justement le caractère fluide que ces arpèges donnent à cette mélodie. Donc on l'écoute.
Donc une mélodie toute simple, petite pièce toute simple, entièrement donc bâtie sur la base d'Alberti. Alors à quelques très rares exceptions près, vous voyez que sur les fins de phrase, il lui arrive de changer un petit peu sa formule, soit comme ici, où subtilement il réussit à caser deux harmonies dans ce qui ressemble toujours plus ou moins à un dessin d'un arpège ternaire. Mais il réussit à caser une harmonie ou à broder, on pourrait dire, enfin, ou plus exactement à appoggiaturer, parce que si on analyse plus finement, on se rend compte que le si est l'appoggiature du do. Donc en fait, on a bien ici une harmonie de cinquième degré, mais appoggiaturée par le si, qui joue rôle finalement de quartet sixte de cadence, finalement. Donc il a quand même deux harmonies ici, sa quartet sixte de cadence et son cinquième degré. Mais vous voyez que les entorses à ces arpèges ternaires, j'ai peut-être dit basse d'Alberti tout à l'heure, mais il s'agit bien donc d'arpèges ternaires, ici évidemment, puisque la base d'Alberti est réservée, comme on l'a dit, aux mesures binaires. Ici on est à 6-8, on est bien dans du ternaire. Là encore, sur la fin de phrase, vous voyez qu'il rompt légèrement son arpège, sa formule d'arpège. Voilà. Il n'y a que ici sur les fins de phrase. Et c'est nécessaire d'ailleurs, parce que déjà, il faut bien que la musique se repose, s'arrête. Là, d'ailleurs, il n'y a qu'ici qu'elle s'arrête vraiment, mais vous voyez que dans cette transition-là, il continue quand même. Alors, c'est plus tout à fait l'arpège ternaire normal, mais on a toujours bien les trois notes dans le temps, le caractère fluide. Voilà. Bon, vous trouverez beaucoup d'autres exemples dans ce volume des classiques favoris. Voilà, donc ça se trouve très facilement chez les bouquinistes ou sur Internet, enfin dans les bibliothèques. C'est un recueil très populaire qui contient beaucoup de petites pièces de style classique, et justement pour nous qui essayons d'écrire dans ce style, c'est quelque chose de très précieux. Bien, donc je reviens un peu à mon document. Donc bien comprendre que quand on arpège, c'est l'équivalent d'un accord plaqué. Ça c'est très important parce que sur le plan de la réalisation, ça va entraîner des conséquences quant à la gestion des quintes et des octaves consécutives, notamment des résolutions de notes, etc. Tout comme si les accords étaient donc plaqués. Alors voici le texte qu'on se propose de réaliser. Bon, c'est une toute petite forme. En trois parties, ou plus exactement en deux parties principales, mais la première se divisant en deux phrases. Voilà, une deuxième partie, et puis, enfin, trois parties, parce que donc, au final, on reprendra donc cette première partie. Ça fait un petit peu quelque chose qui fait A, B, A'. On va l'écouter. Donc, reprise. Voilà. Donc, puisqu'il s'agit d'une pièce de style classique, et je vous renvoie au document qui est dans la plateforme Moodle qui concerne les particularités stylistiques entre le choral, les pièces de style classique ou autres, il faut bien avoir à l'esprit un certain nombre de choses. Déjà, dans ces pièces-là, quand il y a des anacrouses comme ceci, brèves, en général, elles ne sont pas harmonisées. Donc, c'est-à-dire qu'on fera entendre la première harmonie ici, sur le temps fort.
Voilà. Alors c'est une différence avec le choral, puisque dans le choral, on a des anacruses qui sont harmonisées systématiquement. Hein. Mais évidemment, c'est pas le même caractère. Là, on a quelque chose de très fluide, une note très brève. C'est pas comme dans le choral où le rythme est beaucoup plus lent. La question des temps forts et des temps faibles est beaucoup moins perceptible. Voilà, donc j'ai ça à l'esprit. J'ai à l'esprit aussi que, évidemment, on n'est plus dans un choral, on ne va pas harmoniser toutes les notes, encore moins mettre éventuellement plusieurs harmonies par note. On va plutôt chercher à faire entrer, on pourrait dire presque un maximum de notes dans un minimum d'accords. Ou plus exactement, on va essayer d'être pertinent en ce qui concerne le rythme harmonique quant au changement, quant au moment où on va changer les accords. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à cela, comme on l'a souligné déjà. Bon, il y a des éléments purement techniques, comme par exemple les mouvements disjoints, comme entre ce Do et ce Sol, ou bien entre ce Si et ce Sol, ou entre ce Fa et ce Ré. Sachant que, étant à 6/8, évidemment, on s'attend à un rythme harmonique qui pourrait être à la mesure, hein, mais peut-être plus probablement, et voyant justement ce qu'on peut voir par exemple dans cette mesure, plus probablement à la noire pointée. Mais en tout cas, une valeur qui est dans une proportion cohérente par rapport à cette mesure à 6/8. Voilà. De toute façon, donc, puisque on se donne comme contrainte d'harmoniser ce texte avec des arpèges ternaires, bon, on sait qu'on aura notre arpège de 3 notes. Voilà. Ça veut dire que, eh bien, a priori, le rythme harmonique serait à la noire pointée, puisque à chaque fois qu'on changera notre arpège, on est susceptible de changer d'accord. Alors, c'est pas une obligation, bien entendu, le même accord pourrait durer toute une mesure, hein, mais ça nous donne quand même des éléments techniques sur ce que peut être le rythme harmonique dans cette pièce. Alors l'autre chose qui est peut-être beaucoup plus pertinente, c'est cette écoute dynamique des phrases dont j'ai souvent parlé, c'est-à-dire que en fait, quand on écoute une phrase, il faut essayer de percevoir des épisodes de tension et de détente dans cette phrase. Par exemple, si on réécoute cette phrase, on peut percevoir Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do. Sur ce Ré, Do, Si, on peut percevoir une certaine tension qui se repose sur ce Do. Ré, Do, Si, Do. Et là, on se remet en chemin. Sol, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Ré, Do, Si. Et entre ce Fa dièse, Ré, Do, Si, une tension et une détente. Voilà. Ça reste vraiment le moyen le plus efficace et le plus pertinent musicalement de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, si j'entends vraiment une forme de tension, il y a probablement une dominante dans le coin. Si j'entends ici une détente, eh bien, il y a probablement un premier degré. Si je pars en chemin par ici, je sens que je rentre dans ma phrase, je rentre en mouvement, il y a probablement des prédominantes. Et là, de nouveau, une phase de tension et une phase de détente. Donc, dominante, tonique. Donc, on voit que cette lecture, alors évidemment, elle se travaille. C'est une perception qu'on n'a pas forcément tout de suite. Mais il est bon, comme ceci, d'écouter des mélodies. Vous pouvez très bien jouer des mélodies sur votre instrument et prendre le temps comme ça de les scanner auditivement, en quelque sorte, en essayant de sentir dans ces mélodies des épisodes de tension, des épisodes de détente, des épisodes où on part en mouvement vers une prochaine tension, etc. Et ça nous dit si on est sur une tonique, une détente, une dominante, une tension, en mouvement, dans une phase de prédominante qui va précéder l'arrivée d'une nouvelle dominante, etc. Voilà. Alors avant de se lancer dans l'harmonisation, il faut quand même qu'on analyse un peu la forme de
ce texte. Donc on a dit qu'il est en 3 parties. Enfin bon, la première partie est elle-même divisée en 2 parties. D'ailleurs, c'est une structure qui mérite d'être appelée antécédent et conséquent, hein, dans la mesure où, d'une part, il y a un phénomène de respect de carrure. On voit que la première phrase fait 4 mesures, ainsi que la seconde. Que la seconde reprend le début de la première phrase pour évoluer vers autre chose. Donc la première phrase est plutôt suspensive. On va la réécouter. Sol, fa, mi, ré, do. Bon, on voit que notre tonique, ça reste do. Alors, d'ailleurs, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est-à-dire déterminer, bien évidemment, au point numéro 1 de notre méthode d'harmonisation, la tonalité générale du morceau. Sachant que la fin est ici au mot fin, puisqu'il y a une reprise. Hein, donc ici, ce n'est pas la fin est ici. Si, la, si, ré, si, do. Bon, do donne le repos, il n'y a pas de doute, le do donne le repos. Par ailleurs, il y a 3 bémols à la clé, on est donc en do mineur, hein, il n'y a pas de problème. C'est très clair. Alors ici, do, ré, mi, ré, do, si, do, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, ré, do, si, sol. On a dit qu'on a une sensation assez suspensive. Sol, do. Alors, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque lorsqu'on scannait auditivement cette phrase, do, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, ré, do, si, sol, on avait pu dire qu'ici il y a une phase de tension et une phase de détente. Alors c'est assez paradoxal, parce que si on parle de détente et que par ailleurs on trouve qu'il y a un repos suspensif, ça paraît paradoxal, parce que donc une détente, ça plaiderait pour un premier degré, et un repos suspensif plaiderait pour un 5e degré. En vérité, les deux sont vrais. Et puis, finalement, quand on est dans cette situation, les choses sont plutôt simples. C'est qu'effectivement, on se repose sur la dominante. Fa, sol, la, si, la, sol, fa, ré, do, si, sol, do. Bon, je vois que c'est suspensif, je me repose bien sur une dominante, mais s'il y a une tension ici et une détente là, eh bien, c'est que finalement, ça peut être lu aussi comme un 5e degré et ça comme un premier. Ça veut dire quoi, cette contradiction apparente? Ça veut tout simplement dire qu'on arrive sur la dominante par sa propre dominante, c'est-à-dire par le 5 de 5. Hein, c'est une situation extrêmement caractéristique. Donc on a à la fois une tension et une détente parce qu'on fait l'emprunt à la dominante, au ton de la dominante, mais en même temps, on a bien conscience qu'à l'échelle de la phrase, on a un repos qui est plutôt suspensif. Hein, donc dans ces cas-là, c'est toujours une question d'échelle d'observation. Soit notre écoute se fait au niveau de la phrase, et donc on sent bien la demi-cadence, mais si on observe d'un peu plus près, on se rend compte qu'ici, il y a bien une phase de tension et de détente, donc c'est qu'on amène le 5 par le 5 de 5. La dominante par la dominante de la dominante. Voilà, donc cette première phrase est suspensive, la deuxième commence de la même façon et elle est suspensive, elle est conclusive, pardon, si, la, si, ré, si, do. Voilà, donc on est dans une structure qu'on appelle antécédent conséquent. On a ici une petite partie qu'on appellerait un pont en jazz. Sol, sol, mi, la, si, do, ré, mi, fa, mi, do, mi, ré. Bon, qui est un élément de diversion, alors qui pourrait être modulant dans certains cas. Bon, ce texte restant simple, on ne module pas ici. Par contre, on voit bien que l'écriture est très différente, hein, puisque là, on a des notes répétées, donc implicitement joué staccato, alors que là, on avait plutôt quelque chose de legato. Voilà. On pourrait d'ailleurs mettre les phrases. Bon, vous savez que c'est quelque chose que je ne mets en général pas spontanément.
pour que justement on les cherche. Voilà. Ça c'est très important d'apprendre à chercher les phrasés. Voilà. Ici on a plutôt des notes un peu isolées et une phrase do, ré, mi, fa, mi, do, mi, ré. Plus legato ici. Voilà, ici on serait plutôt sur du staccato. Voilà. Donc, première partie jusqu'au mot fin, deuxième partie, puis reprise de la première partie. Le tout en do mineur. Alors oui, j'ai un peu laissé en suspens ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les caractéristiques propres au style classique. Donc, on a déjà évoqué la question du rythme harmonique, qui n'est plus aussi systématique que dans le choral. Et c'est une difficulté. Mais grâce à notre méthode de scanner auditif, on peut surmonter cette difficulté. Grâce aussi aux mouvements disjoints, donc, qui, comme vous le savez, trahissent en général le fait que les notes en question, de part et d'autre, sont des notes réelles. Alors, pas toujours, méfions-nous, la deuxième note pourrait être une appoggiature de la note suivante, mais enfin, presque toujours, il s'agit de notes réelles. Bon, c'est une piste technique qui mérite d'être prise en compte. Donc ça, c'est pour la question du rythme harmonique, qui, quoi qu'il en soit, sera beaucoup plus large que dans le choral. L'autre difficulté, c'est la présence de nombreuses notes étrangères. Alors justement, il faut essayer de les discriminer. C'est particulièrement délicat quand on a des mouvements conjoints comme ceci. Parce que ce qui caractérise les notes étrangères, c'est le fait qu'elles se résolvent. Et elles se résolvent comment? Justement par mouvements conjoints. Donc quand on a des mouvements conjoints tout le temps, finalement, on pourrait avoir des notes étrangères tout le temps. Alors évidemment, ça n'est pas le cas, il y a quand même des notes réelles. Mais on n'a pas d'éléments très clairs pour distinguer les notes réelles et les notes étrangères. On a ces éléments, donc comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des mouvements disjoints. Voilà. Mais grâce, encore une fois, à notre écoute, ce que j'appelle le scanner auditif, le fait d'écouter les périodes de tension et de détente dans la phrase, on avait déjà une idée très claire du parcours harmonique. Dans cette première phrase, c'était détente, tension, ré, do, si, do, détente sur do, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, ré, do, si, tension, détente, voilà. Donc, finalement, on a déjà presque toute notre âme de degrés. Bon, ces remarques, c'était pour les notes étrangères. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi dans le style classique, c'est la réalisation des cadences. Bon, nous aurons toujours, en grande majorité, des cadences parfaites et des demi-cadences, comme dans le choral. Mais on avait remarqué ces particularités qu'on trouve souvent, et c'est le cas ici, pour cette cadence-là. Je rechante ma phrase. Sol, do, ré, mi, ré, do, si, do, mi, la, ré, mi, fa, si, la, si, ré, si, do. Je vois qu'ici, le repos sur ma tonique, bon, qui est do, ce repos, il est précédé d'une grande appoggiature, à savoir le si, ou d'un retard plus précisément, si on considère qu'on a déjà touché ici, aussi dans la mesure précédente. Si, la, si, ré, si, do. Ça, c'est très caractéristique. La note qui est sur temps fort, c'est le si. La note qui est appuyée, c'est le si. Normal. Normal parce que c'est une appoggiature, justement. Appoggiature, ça veut justement dire une note qui est appuyée. Et appoggiature, ça veut dire que c'est pas la vraie note, mais que la vraie note, ça va être sa résolution, c'est-à-dire le do. Alors, il faut beaucoup se méfier de ces cadences parce que, étant donné la place rythmique de la note, étant donné son caractère appuyé, on aurait tendance à considérer que la vraie note, si on peut dire, la note réelle, ça serait le si, et que le do, alors,
Justement, si la note réelle c'était le si, le do ça serait quoi? Bonne question. On pourrait résoudre cette question en disant bah, le si ça va être l'accord du cinquième degré, le do ça va être l'accord du premier degré. Alors pourquoi pas? Mais dans le cas présent ça pose un gros problème, c'est qu'ici qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'avec ce ré et ce si bécard par mouvement disjoint, bon je suis en do mineur, la présence du si bécard et du ré par mouvement disjoint, ça ne peut être qu'un cinquième degré, ça peut être autre chose. Donc vous voyez le problème, c'est que si j'ai déjà le cinquième degré là, je ne peux pas remettre le cinquième degré là. Ça serait très maladroit, ça ferait ce qu'on appelle une syncope d'harmonie, un non-événement sur le temps fort ici. Et c'est bien pourquoi, donc, dans ces cadences classiques, quand on dénote pour une cadence parfaite la présence d'une appoggiature, on aura le fameux 5 sur 1, c'est-à-dire l'accord de dominante, mais sur basse déjà de tonique. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner l'appoggiature par la persistance de certaines notes de l'accord du cinquième degré, mais déjà sur une base de tonique. Très important cette base de tonique ici pour des questions justement de rythme harmonique. Donc je résume pour les cadences classiques. Elles sont souvent appoggiaturées ou retardées comme ici. Si, la, si, ré, si, do. Voilà. Et on répond à ce phénomène donc par le 5 sur 1. Alors attention, parce que toutes les cadences ne sont pas forcément appoggiaturées, mais il faut avoir quand même dans un coin de sa tête ce scénario qui est extrêmement fréquent. Et s'agissant de l'arrivée sur les demi-cadences, là aussi on peut avoir quelquefois des phénomènes d'appoggiature. Ce n'est pas le cas pour la première cadence. Fa, alors, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa dièse, Ré, Do, Si, Sol. Là, il n'y a pas d'appoggiature. En revanche, si on regarde cette phrase-là, Sol, 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 Mi, La, La, Si, 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 Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Do, Mi, Ré. On se repose sur le Ré. Mi, Ré. Do, bon, c'est toujours Do notre tonique. Mi, Ré. Alors, comme il y a un Ré ici, on sera sûrement sur une dominante. On sent bien d'ailleurs le caractère suspensif de cette phrase. Si, 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 Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Do, Mi, Ré, Ré, Do. On attend le Do, c'est suspensif. On a cette fois-ci cette appoggiature également ici. Mais dans le cas de la demi-cadence, donc, il ne s'agira pas du 5 sur 1 par la force des choses, puisqu'il n'y aura pas de 1 là derrière, de toute manière. Il s'agira soit de la cartésix de cadence, ou d'un 5 de 5, ou de la combinaison des deux. C'est ce qu'on avait pu dire en cours récemment. Donc, je résume, dans les cadences classiques, quand il y a la présence d'une appoggiature qui précède l'arrivée sur le premier degré dans une cadence parfaite, eh bien, on utilise le 5 sur base de 1. Donc ça fera cinquième degré ici, le 5 sur base de 1 et le premier degré là. Ça, c'est pour les cadences parfaites. Pour les demi-cadences, quand on voit la présence de cette appoggiature, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Do, Mi, Ré. Cette fois-ci, ça sera la cartésix de cadence, ou le 5 de 5, ou la combinaison des deux. Si on fait un examen de la situation, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, à chaque fois, finalement, c'est une démarche. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur une demi-cadence à cette époque-là, on doit se poser la question de savoir est-ce que je peux mettre la cartésix de cadence avant ou le 5 de 5. Ça ne veut pas forcément dire qu'on le fera, mais on doit avoir ça dans un coin de sa tête. Et ici, si on scrute un peu tout ce qui se passe là, on se rend compte que tout est possible. Je peux avoir la cartésix de cadence, je peux même avoir le 5 de 5, étant donné que pour les 5 de 5, il faut voir jusqu'à la 9e. Donc ça ferait Ré, Fa dièse, La, Do, Mi bémol. J'ai bien ici le Mi bémol qui est la 9e qui se résout du reste.
Et je peux même avoir la combinaison des deux, puisque je vois qu'avec ces notes-là, je peux également avoir la carte SX et le 5 de 5. Donc je peux avoir par exemple le 5 de 5 ici, la carte SX de cadence ici. Ou, à la rigueur même, le contraire. Voilà. Bon, ça serait plutôt le 5 de 5 là et la carte SX de cadence là. Mais on peut trouver les deux scénarios. Bien, bon, je crois qu'on a fait le tour des choses qu'il faut avoir en mémoire avant d'aborder ce genre de texte. Alors pour le reste, eh bien pour le reste, on en reste à notre méthode d'harmonisation qui est universelle, je vais dire, enfin elle marche également dans ce style-là. Alors compte tenu bien sûr de toutes les particularités qu'on vient d'évoquer, mais par exemple ici, eh bien on va commencer évidemment par un accord du premier degré. Alors donc attention à ces arpèges, attention à la tessiture. Bon là je commence par Do dans le grave comme ça, mais on a dit tout à l'heure je suis un peu à la limite. Alors je pourrais me demander si j'ai pas intérêt à octavier, mais si j'octavie, je vais voir que je vais avoir des problèmes, parce que là ma mélodie commence à descendre un petit peu, et ça risquerait de se toucher. Encore que, si on s'y prend bien, on va essayer. Allez, puisque donc on dit que c'est trop grave, je vais essayer de monter un peu ma main gauche. Voilà, on a dit tout à l'heure donc premier degré, alors avec Do comme note réelle, Mi comme note réelle, Ré, Do, Si, Do, petite tension, et de nouveau détente. Bon là, avec Do et Sol par mouvement disjoint, c'est évident que c'est un premier degré. Donc à partir de là, j'ai deux solutions. Soit je reste ici toute la mesure sur le premier degré, en disant que Ré c'est une note de passage sur partie forte de temps, Do note réelle, Si broderie du Do, c'est un scénario possible. Mais comme on entendait un petit épisode de tension, eh bien il est plus raisonnable de faire entendre un cinquième degré. Ici, forcément, avec Do et Sol par mouvement disjoint, ça ne peut être que le premier degré. J'ai un Do au soprano, la meilleure basse, c'est évidemment le Mi bémol. Donc je vais réaliser d'abord mon premier degré. De toute façon, quand j'ai 5-1, vous le savez, je commence par la base du 1. Donc ça ne change pas. Hein. Et je coordonne la base de mon 5 à celle du 1. Mon 1 est chiffré 6. Donc mon 5 va être chiffré 5 ou plus 4 ou 6-4 si c'est possible. Bon, là, la carte SX ne va pas être possible parce que elle aurait été possible si j'avais mis cet accord plus haut, mais je ne peux pas le mettre plus haut parce que pour le coup, ça va rentrer dans ma main droite. Donc j'ai le choix finalement entre 5 ou plus 4. Pourquoi pas la position plus 4 ? Elle est très pratique ici, compte tenu que je dois avoir 3 notes dans mon arpège. Ça me permet, voilà, d'avoir par exemple Fa Sol Ré. Alors je préfère Fa Sol Ré à Fa Sol Si pour éviter la doublure de la note sensible. Voilà. D'autre part, le Ré assure plus de continuité. Vous voyez, ça évite aussi que toutes les voix chutent assez fortement. Donc il y a des voix qui effectivement chutent, mais j'essaie d'avoir un point d'ancrage toujours, que toutes les voix ne chutent pas en même temps. Ce qui limite d'ailleurs les fautes. Donc là j'utilise le plus 4. Bon, ici c'est un 5 forcément. Forcément parce que c'est le début de la pièce et
si j'ai pas de bonne raison de faire autrement que de partir sur le 1,5, eh bien, je pars tranquillement sur le premier degré chiffré 5. Ici, on a déjà évoqué tout à l'heure donc l'arrivée sur la demi-cadence par le 5 de 5. Vous savez que les 5 de 5, on aime bien en général les avoir dans une position telle qu'on a la deuxième note de l'accord à la basse. En Do mineur, le 5 c'est Sol Si Ré, Sol Si Bécard Ré, et le 5 de 5 c'est Ré Fa dièse, La, Do, Mi, bémol, puisque je suis en Do mineur. Donc, deuxième note de l'accord, ça serait le Fa dièse. Mais vous voyez qu'on attaque ici sur partie forte de temps avec le Fa dièse. Et on ne veut à aucun prix la doublure de la sensible. Donc, exceptionnellement, je ne choisirai pas cette position, mais tout simplement l'autre position possible, c'est-à-dire d'avoir la fondamentale. Puisque pour un accord, en principe, on a deux positions toujours possibles, fondamentale à la basse ou tierce à la basse. Donc là, du coup, ça sera fondamentale à la basse à cause de la présence du Fa dièse déjà ici. Donc j'ai mon 5, j'ai mon 5 de 5 ici. Il me reste deux prédominantes à caser. Eh bien, j'essaye 4-2. Et bien, le 4 va marcher très bien. Le Fa, note réelle, Sol, note de passage, La, note réelle, Si qui va broder cela. Et là, pour le deuxième degré, ça ira très bien. Sol, note de passage. Voilà. Donc, les choses se mettent en place tout à fait naturellement. Donc, quatrième degré. Fa, La, Do. Voilà, donc plutôt les arpèges. Tant que je peux rester un peu dans l'aigu, je reste dans l'aigu. Enfin, dans le médium, en vérité, parce que c'est le haut de la clé de Fa, mais nous sommes dans le médium. On évite autant que possible de descendre trop. Là, le choix de mes basses se fait comme d'habitude, c'est-à-dire c'est un quatrième degré, Fa, La, Do, j'ai Fa, la fondamentale au soprano, je choisis donc la tierce, le La bémol. Ici, Ré, Fa, La, j'ai la quinte au soprano, je choisis la tierce à la basse. Ça me donnera, dans les deux cas, des accords chiffrés 6. Donc ici, un 4 chiffré 6. Et ici, un 2 chiffré 6. Ici donc, j'aurai mon 5 de 5. Avec Ré comme basse pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Alors le Fa dièse, il est déjà là, bien exposé, j'en ai pas forcément besoin dans les autres voix. Le Do, la septième, est ici, donc je vais plutôt mettre Ré. C'est pas la peine d'aller doubler là encore une septième. Alors il y aura un Si bécard bien sûr, je ne suis pas en mode de La, je suis en Do majeur. J'utilise bien sûr la sensible dans l'accord de dominante. Donc ici j'ai un 5 de 5, chiffré 5, exceptionnellement. Et ici un 5, chiffré 5 tout simplement. Voilà. Alors ici, bon, je retournerai sur mon premier degré et je suis en cours de route. Je vois que j'ai Do au soprano. La meilleure basse, ça serait d'avoir le Mi pour le premier degré. Donc, Mi, Sol, Do. Oui, une petite chose qu'il faut garder à l'esprit également, c'est que quand on fait donc ces arpèges, il faut essayer de rester dans la limite de l'octave, de ne pas dépasser. Vous voyez, là, je suis justement, j'ai l'écartement limite d'une octave. On ne fait pas plus d'une octave dans ces formules. Alors c'est vrai qu'après, au 19e siècle, si vous regardez les formules d'arpèges que Chopin utilise par exemple dans ses nocturnes, on peut avoir des arpèges qui s'étalent sur plus d'une octave.
Mais à cette époque-là, donc dans le style classique, ça ne se fait pas. Les gens avaient peut-être des plus petites mains. Ou ils ne voulaient pas se tirer sur les doigts, je ne sais pas, mais on choisissait le confort. Alors, bon là j'ai peut-être choisi mon mi un peu trop vite, dans le sens où ici... Ah oui, mais j'ai oublié de prendre quelque chose en compte tout de même. Bon, regardons les choses d'un peu plus près. Justement, ici j'ai 3 notes disjointes. On a dit qu'il faut s'y intéresser grandement, car en général ce sont des notes réelles. Eh bien, partons sur cette hypothèse. Donc si Do, Mi et La sont des notes réelles, ça nous donnerait un accord du 6e degré, La, Do, Mi. Et pourquoi pas, justement. Hein, pourquoi pas venant d'un 5e degré, hein, puisque vous savez qu'un 5 en principe va sur le 1, mais par exception, il peut aller sur le 6e degré. Et là, on sent bien d'ailleurs Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, Mi, La, Ré, Mi, Fa. On sent bien que c'est pas quelque chose de clos, hein, comme dans l'enchaînement 5-1, qui est une forme de relation un petit peu close. En fait, 5-6, c'est quelque chose qui va ouvrir la phrase. Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, Mi, La, Ré, Mi, Fa. On part, et c'est normal d'ailleurs, on part en mouvement dans le groupe des prédominantes. Hein. Le 6e degré, c'est une prédominante. Un accord de mise en mouvement. Alors le 6, vous le savez, s'utilise obligatoirement, enfin, en tout cas de grande préférence, en position 5. Voilà, la conséquence de ça, c'est que pour le 5 qui précède, je ne peux pas avoir n'importe quelle basse. La demi, pardon. Voilà. Je ne peux pas avoir n'importe quelle basse, je peux même n'avoir qu'une basse, tout simplement. Parce que si j'avais un Si, par exemple, à la basse, la sensible, il faudrait qu'il se résolve sur Do. Donc, ça serait malheureux de le faire descendre, surtout par une seconde augmentée, sur un La bémol. Le Ré, c'est la question de la caractéristique de passage, il faudra un mouvement conjoint de basse que je n'aurai pas. Le Fa, la 7e qui doit être résolue sur un Mi. Donc vous voyez que en fait, quand on a ce 6 ici chiffré forcément 5, eh bien ça nous impose d'avoir ici le 5 également chiffré 5. Et c'est là, par exemple, où il faut faire attention à ne pas écrire Sol, Si, Ré, parce que, étant donné que cet accord est en position serrée, si je fais pareil là, j'aurai des quintes consécutives, hein, n'est-ce pas? Je vais le faire provisoirement. Alors, j'oublie pas mon Si bécard. Une parenthèse, tout à l'heure j'avais dit que La sensible étant au soprano, c'était pas la peine de la mettre en bas. Cela dit, là, je vais y être contraint parce que si je commence à écarter trop mon accord, je suis pas sûr d'éviter les croisements. Encore que, si je regarde bien, je pourrais éventuellement... Alors, de toute façon, je ne dois pas faire Sol, Si, Ré, hein, puisque j'aurai Sol, Ré une quinte et La, Mi une quinte, entre basse et alto, donc 2 quintes consécutives. Donc de toute façon, là, il va me falloir autre chose. Et ben finalement, j'aurai un Fa, et du coup, donc je peux éviter peut-être d'avoir La sensible ici, du coup. Voilà. Donc finalement, les choses s'arrangent bien. Très bien. Alors, ici, je touche beaucoup aussi en Do mineur. Ça veut dire que je suis installé déjà ici sur une dominante. Donc j'aurai une grande dominante, mon fameux 5 sur 1, à cause de l'appoggiature.
Il me reste à trouver un accord ici. Je pense au 4e degré, bien sûr. Quand je cherche une prédominante avant une dominante, je pense d'abord au 4e. Je vois qu'avec le Ré, qui est manifestement notre réel, car procédant ici d'un mouvement disjoint, ça ne marche pas. Donc, j'essaye l'accord de deuxième choix, c'est-à-dire le second degré. Effectivement, ça va être ici un second degré. Comme j'ai la fondamentale au soprano, je mets la tierce à la basse. Très bien. Donc là, il faut que je me pose sur sol, déjà. Alors, comme on touche beaucoup aussi dans la partie du haut, qui est la note sensible, j'essaye de ne pas la voir dans l'autre voix. Donc je vais rester sur sol ré fort. Alors quant à la réalisation du 5 sur 1, donc, quelques explications. Alors pour que un 5 sur 1 soit bien réalisé, il faut en fait que ces notes-là, donc qui proviennent de mon accord du 5e degré, je vais écrire mes degrés, ça sera plus clair. Donc là j'ai un 4, pardon, c'était un 2e degré chiffré 6. Là j'avais un 5e degré chiffré 7+. Oups. Voilà, donc pour que le 5 sur 1 se passe bien, bon, déjà, il faut que j'ai la base du 1er degré, c'est une chose. Et puis, il faut que je m'arrange dans l'agencement de mes notes de mon accord du 5e degré pour me situer au-dessus de ce qui sera la base du 1. Donc, finalement, c'est très pratique. La présence de ce si bécard a fait que je ne l'ai pas utilisé ici, et je me retrouve avec Ré Fa, qui sont bien des notes qui sont au-dessus donc, de ma basse. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient en dessous, sinon, si on les garde dans la réalisation de ce 5 sur 1, eh bien, cette note-là deviendrait, si elle était en dessous, la vraie basse. Et donc, ça n'irait pas, bien sûr. Voilà, donc en fait, ces deux notes-là, je vais voir si je peux les mettre en couleur. Voilà, donc dans le 5 sur 1, eh bien, on garde donc ces deux notes-là. Quant à ça, c'est déjà la base du 1. Et là, on se repose sur le 1 véritablement. Donc je note ça. Le chiffrage de cet accord, c'est plus devant 7, à ne pas confondre avec 7+. 7e de sensible, ça veut dire qu'il y a un intervalle de 7e entre la basse et la sensible. Bon, et là, c'est le 1,5. Voilà, on peut déjà écouter cette partie-là, ça nous donnera un peu de courage. Je termine peut-être le chiffrage de mes accords. Alors là, pour rattraper ce 1 chiffré 6, j'ai eu l'idée ici de faire passer le Fa, c'est-à-dire de rester sur la dominante, mais avec la 7e ici. Donc on a le 5 plus 4. Voilà. Alors ici c'était un 5 chiffré 7+. Voilà, on va écouter cette partie-là. Oula, il y a des problèmes d'altération, attendez. Il y a d'ailleurs des si bémols qui traînent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant non, il n'y a rien de... Alors, je relis bien.
Oui, déjà là, alors ici, effectivement, il faut un La bécard, bien évidemment. La bécard, pourquoi? Bah, parce que c'est effectivement la dominante de sol. Hein. Ré, fa dièse, La bécard, do. Voilà, et là, voyons, qu'est-ce qui se passait? C'est bizarre. Hein. Attendez, on va réécouter que je... Ah oui, non mais évidemment. Euh, oui, c'est une note qui a bougé. C'était un Do, bien sûr. C'était le Do du 5 sur 1. Alors, on va réécouter juste la fin. Voilà. Alors, c'est vrai que le choc de ces deux notes bon, peut paraître un peu dissonant. Bon, dans une interprétation digne de ce nom, ça passerait beaucoup mieux parce que on jouerait pas les mêmes notes, enfin, on jouerait pas ces deux notes avec la même intensité comme ça, enfin, ou en tout cas, on le ferait d'une manière telle que le choc serait tout à fait acceptable. Bon, dans un logiciel comme ça, on ne peut pas demander l'impossible en matière d'interprétation du texte. Alors, bon, dans cette partie-là, j'ai pas forcément de raison de moduler. Sol, 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 mi, do. Je reste toujours sur do comme tenu. Sol, 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 mi, la, sol, fa, mi, ré, do. Bon, on est toujours en do mineur. Alors, eh ben, je peux partir d'un premier degré ou partir d'un cinquième, éventuellement, et aller sur un premier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va choisir plutôt une option ou l'autre? Sol, 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 mi. Est-ce qu'on entend une tension entre ce sol et ce mi? Sol, 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 mi. Pas vraiment. Donc, il vaudrait mieux partir peut-être d'un premier degré. Là. Alors, j'ai un sol au soprano. Je pourrais tenter d'avoir mi bémol comme basse, mais je préfère partir sur do car il s'agit du début d'une grande partie. Donc même s'il n'y a pas forcément cette obligation qu'on a au début d'une pièce de partir sur un état fondamental, ça peut être bon de le faire quand même au début d'une grande partie. Alors, ici j'aurai clairement ma dominante avec tous ces 6 bécards, mon premier degré, et donc il va me falloir deux prédominantes, je pense au 4 et au 2, ça marche pas à cause du mi, donc au 6 et au 2, ou au 6 ou au 4. Ça va marcher. Lequel 6 doit être en position 5. Donc je peux faire 6-4 ou 6-2. Je vais faire 6-4. C'est plus sage. Alors attention, là il y a un risque de quinte consécutive. Alors il y a deux solutions. Soit donc je peux pas écrire fa la do, hein, n'est-ce pas? Parce que si j'écris ça entre ce la et ce mi, donc j'ai une quinte entre ce fa et ce do dans les mêmes voix, c'est-à-dire basse et alto, j'aurai deux quintes consécutives. Alors soit je garde ce quatrième degré et j'enlève le do et je mets un fa, je double le fa, qui est d'ailleurs une bonne note à doubler hein, en do mineur, on double les notes 1, 4, 5. Ou bien je mets mon accord du deuxième degré, justement. Alors, ça peut être techniquement, puisqu'on a le choix entre un 4 ou un 2, bah, finalement, et à égalité, hein, à peu près. Donc, pourquoi pas choisir ce deuxième degré, ça résout tous les problèmes, ça évite d'avoir des notes manquantes dans mon accord. Ici, avec do, c'est évidemment le mi qui sera la meilleure basse.
Donc mon 1 étant chiffré 6, mon 5 est chiffré 5 ou plus 4, ben je vais rester sur un Fa. Donc il va être chiffré plus 4. Voilà. Et là donc on avait évoqué tout à l'heure les scénarios possibles pour cette arrivée sur la dominante, à savoir le passage par la cartésixte de cadence et éventuellement la combinaison de la cartésixte de cadence et d'un 5 de 5. Alors avec mi et do par mouvement disjoint, qui sont des notes réelles, eh bien il y a aussi la possibilité d'avoir le 6e degré. Bon, cela dit, le 6e degré, je l'ai utilisé ici déjà, accord faible. On va peut-être essayer d'avoir des harmonies un peu plus intéressantes, entre guillemets, pour cette arrivée cadentielle. Donc je vais opter du coup pour le 5 de 5 et la cartésixte de cadence, la combinaison des deux. Alors pour la réalisation, je vais partir de ma cartésixte de cadence. Alors sol de mi, qui se reposera sur sol si ré, alors avec le si bécard bien sûr. Voilà. On a dit tout à l'heure que s'agissant du 5 de 5, on aime bien en général, et à chaque fois qu'il est possible, avoir la position qui a la deuxième note à la basse, c'est-à-dire la tierce de l'accord et la sensible finalement, par rapport au ton de la dominante. Donc le fa dièse comme basse, donc il faut bien penser que c'est un fa dièse puisque nous empruntons à sol, sol qui est la dominante de do, donc on a bien un fa dièse. On aura également un la bécard. Donc fa dièse, la bécard. Et pour la troisième note, eh bien, alors quand on utilise la neuvième dans l'accord, il est préférable de ne pas avoir la fondamentale dedans. Donc il vaut mieux enlever le ré. Il me reste donc comme note fa dièse, la, do, mi. Donc j'ai le choix finalement entre un do ou un mi. Alors je vais choisir le mi pour deux raisons. Déjà le do, je l'ai déjà au soprano en même temps, pas forcément très heureux. Et le fait d'avoir le mi me donnera un point d'ancrage ici par rapport à cette cartésixte sur laquelle je vais aller ensuite. Donc je préfère pour ces deux raisons le mi bémol. Voilà, il reste à chiffrer les accords. Donc là c'est un 1 chiffré 5, un 6 chiffré forcément 5 puisque c'est un 6. Ici finalement un 2 chiffré 6. Ici l'accord plus 4, 5 plus 4. Là c'était un 1 chiffré 6. Et là donc c'est mon 5 de 5 chiffré 7 barré, accord de septième diminué. Et donc là, la cartésixte de cadence. Et ici mon 5 chiffré 5 tout simplement. Voilà. On va le faire jouer. Vérifier si on n'a pas oublié des altérations, des...
Voilà. Alors évidemment, le texte ne s'arrête pas là, hein. Il s'arrêtait ici sur le dos. Bon, eh bien, voilà. Alors, juste comme point de comparaison, je voudrais vous faire entendre ce que donnerait à peu près la même réalisation harmonique si les accords étaient plaqués. Bon, on voit tout l'avantage qu'on a à avoir des arpèges, n'est-ce pas, en termes de fluidité. Voilà. Et pourtant, il s'agit bien de la même chose. Eh bien, merci, j'espère que cette vidéo va vous aider dans la réalisation de vos textes classiques avec des arpèges. À bientôt.